Bonjour Bernard Lugan. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, nous sommes très heureux, Michel Leblay et moi. Michel Leblay est à côté de moi. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour Michel. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver sur un livre, autour d'un livre absolument magnifique qui s'intitule « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours », évidemment, dont vous êtes l'auteur. Mais vous êtes vraiment l'auteur du livre. Moi, je me disais que vous pourriez être un excellent éditeur. Hein. Je suis éditeur, c'est un livre que j'ai édité. Oui, non, mais je veux dire, vous pourriez éditer d'autres livres aussi. Pour ça, il faut avoir, comment dirais-je, des assises financières que je n'ai pas. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, ce livre est magnifique. Et vraiment, c'est un livre d'historien, évidemment, d'historien de l'Afrique, évidemment, mais c'est un livre aussi de géographe. Il y a une cartographie absolument superbe et qui est bien utile. Vous savez qu'on dit toujours que les Français sont nuls en géographie. Eh bien, vos cartes viennent compenser. Oui, mais 60 cartes. Oui, c'est magnifique. D'ailleurs, vous avez mis dans la table il y a une table des matières des cartes. Tout à fait. Oui, ça c'est superbe. Mais moi, j'ai eu le privilège d'avoir une formation de cartographe. De cartographe, oui. Et à la différence de la plupart des historiens français qui ne savent pas faire de cartes, ou alors qui reproduisent des cartes d'Internet qui sont plates. Les cartes d'Internet, ce n'est pas en jetant de la couleur qu'on fait une belle carte. Moi, j'étais formé sur la carte en noir et blanc. Et là, on apprend à faire des cartes. Et je suis passé, bien sûr, à la couleur ensuite. Mais je conçois toujours mes cartes comme si je n'avais pas de couleur. Et là, vous êtes obligé de faire de la carte simple. Une carte doit résumer des pages entières si c'est un chapitre. Si vous devez réfléchir sur une carte, c'est que vous avez raté votre carte. Non, c'est vraiment... Alors là, vous êtes doué. Hein. On ne peut pas dire le contraire, hein, vraiment. C'est superbe. En tout cas, donc, les auditeurs de Radio Courtoisie qui vous liront, et j'espère qu'ils seront très nombreux, je les y incite, auront donc une double approche du Sahel et des guerres du Sahel, c'est-à-dire l'écriture et la cartographie. Donc, avec ça, on comprend beaucoup mieux, moi je me suis plongée dans vos cartes, on comprend beaucoup mieux l'Afrique. Et vraiment. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être, cher Bernard Lugan, par expliquer, rappeler, nous en avons tous bien besoin, ce qu'est le Sahel? Le Sahel, c'est une bande de terre gigantesque qui s'étend du Sénégal jusqu'à la mer Rouge, une distance de Brest jusqu'à Moscou quasiment, avec une largeur qui est variable en fonction des pluies. À travers l'histoire, le Sahel a diminué ou a augmenté de volume. Aujourd'hui, le Sahel est compris dans la zone de pluie recevant entre 400 et 600 mm d'eau environ. Donc, ce n'est pas une frontière marquée, ce n'est pas la frontière du Rhin, c'est une frontière qui est fluctuante à travers l'histoire en raison de la géographie. Et cette frontière est un domaine tout à fait essentiel dans l'histoire de l'Afrique, parce que ce domaine sahélien met en contact deux types de milieux et deux types de populations. Au nord, le Sahara et les populations sahariennes, au sud, les mondes soudanais et les populations soudanaises. Et entre les deux, ce couloir sahélien voit la juxtaposition de ces deux géographies et de ces deux milieux et de ces deux grands types de populations. D'où forcément des conflits, car les populations vont être depuis des milliers d'années en rivalité pour s'approcher des terres fertiles ou humides le long des fleuves, le long des lacs. Et quand vous avez dit cela, vous avez résumé toute la question sahélienne avec, bien entendu, en plus de cela, des grands ensembles de populations différents d'ouest en est, car les populations de l'ouest ne sont pas celles de l'est. Dans le monde saharien, par exemple, vous avez à l'ouest les Maures, au centre, vous avez les Touaregs, plus à l'est, vous avez les Toubous, enfin les Ahawa au Tchad. Et au sud, vous avez une bande de population qui est très échancrée comme une sorte de patchwork, pour parler comme les Anglais, qui est le peuplement Peul. Et au milieu de ce peuplement, de très très forts noyaux de populations noires, africaines, agricoles, sédentaires, divisés en une infinité de peuples, les Bambara, les Dogons, les Songhai, etc., etc. Alors cet ensemble fait que nous sommes dans un ensemble mouvant géographiquement, mouvant politiquement, échancré ethniquement, et c'est un monde de contact entre le nord et le sud. Monde de contact dans le monde lointain méditerranéen au nord et monde forestier au sud, et tous les flux nord-sud entre la Méditerranée et le monde de la forêt
ou des savanes passaient par le Sahel. Donc l'histoire du Sahel va s'écrire autour des grands axes nord-sud, et c'est autour de ces grands axes nord-sud qu'aujourd'hui se déroulent les combats et le djihadisme. Ah ouais. Alors, je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie d'aller, entre autres, page 33, où vous avez mis une superbe carte donc de l'Afrique, et où on voit la bande du Sahel et on visualise ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça mord sur des États. Les frontières du Sahel n'ont rien à... Environ 12 États. Voilà, et n'ont rien à voir avec les frontières des États. Absolument pas. Là, nous sommes dans l'héritage des frontières post-coloniales, et ces frontières post-coloniales sont les héritages de limites administratives de l'époque coloniale, qui étaient de simples limites administratives des communautés administratives, qui n'avaient pas vocation à devenir des frontières d'État, et qui sont devenues des frontières d'État. Résultat, ces frontières vont emprisonner dans les mêmes ensembles des populations rivales ou concurrentes, des populations nordistes qui sont des populations d'essence nomade, et des populations sudistes qui sont d'essence sédentaire. Et traditionnellement, à travers l'histoire, à travers les millénaires, les nomades du Nord venaient piller les sédentaires du Sud, et aujourd'hui, nous trouvons à l'intérieur des mêmes frontières les anciens prédateurs et les anciennes victimes, d'où les problèmes. Ah oui. Dès le lendemain de l'indépendance, dès les années 1961, 62, 63, ont éclaté les guerres au Mali, au Niger et au Tchad, tout simplement en raison de cette question du rapport Nord-Sud. Alors, vous dites bien qu'il y a 9 États qui sont concernés. Hein ? Oui, 9 États. Non, en fait, il y en a un peu plus, mais disons 9 États. Mais sans tous les passer en revue, disons qu'aujourd'hui, ceux qui font l'actualité, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous avons des camarades qui sont sur place avec Barkhane, et l'armée française est engagée au Sahel. Donc, en fait, ce livre, moi, je l'ai fait... Oui, j'allais vous demander quelle a été votre motivation pour ce livre. Oui, mais écoutez, c'est très simple. Ouais. C'est un livre que j'ai fait à destination, essentiellement, des militaires. Parce que j'interviens... Bon, j'étais professeur à l'école de guerre, j'étais professeur à Saint-Cyr-Coët-Guidan, j'en ai été évidemment viré parce que je ne suis pas suffisamment politiquement correct, mais je continue à tourner dans les régiments. Par exemple, là, ces 10 derniers jours, j'ai tourné dans 6 régiments de l'armée française, les régiments qui partent en opération Barkhane, en relève Barkhane. Et je tourne depuis des années dans les régiments qui partent en relève dans ce monde sahélien, et j'ai été frappé d'une chose, c'est que les hommes qui partent n'ont pas de formation sur ces questions, sur ces sujets. Alors, ils sont formés sur le climat, les moustiques, sur l'alimentation, sur les pluies qui vont arriver, etc. Mais ils ont une formation au point de vue militaire qui est uniquement tactique. On leur dit, ben voilà, nos ennemis sont les djihadistes, et puis ceux qui ne sont pas nos ennemis sont les autres. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je caricature, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et il leur manque la connaissance intime, non seulement de l'unité sahélienne, mais surtout des différences, des distinctions à l'intérieur du Sahel. Quand la prochaine relève Barkhane va faire que nos hommes vont être répartis entre le Mali et le Tchad. Il est bien évident que ceux qui vont se retrouver dans le nord du Tchad, avec des populations Toubou ou Zahawa, ne vont pas être en contact avec les mêmes réalités que ceux qui vont se trouver dans le Gourma ou dans le Liptako avec des Peuls et avec des Dogons. Ce sont des visions totalement différentes. Donc, mon livre est fait pour leur montrer qu'il y a des réalités, et ça on ne leur dit pas. On ne peut pas leur dire. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a plus d'enseignement africaniste à l'école de guerre, il n'y a plus d'enseignement africaniste à Coët-Guidan. Moi j'ai été remplacé à Coët-Guidan par quelqu'un qui fait ses cours en expliquant que les ethnies n'existent pas. Alors c'est parfait pour nos soldats qui vont sur le terrain de savoir que les ethnies n'existent pas, ou alors que c'est un fantasme colonial. Donc il y a, si vous voulez, cette nécessité, et c'est pour ça que les unités me demandent, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, qui est un livre qui est destiné d'abord à la compréhension du monde sahélien, à la fois au point de vue géographique, au point de vue humain, au point de vue historique. La terre, les hommes, l'histoire. Oui, et ce livre est également fait, bien sûr, pour tous ceux qui s'intéressent aux questions du Sahel, comprendre pourquoi il y a des guerres du Sahel. J'explique ainsi dans mon livre que le djihadisme n'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème est bien antérieur au djihadisme. Je dis toujours, imaginons que demain, nos forces réussissent à éliminer tous les groupes djihadistes. Certes, bien la question du Sahel ne serait pas réglée pour autant. La question du Sahel est antérieure au djihadisme. C'est la question des rapports nord-sud. Si tous les djihadistes étaient éliminés,
ça ne réglerait pas pour autant le problème des rapports entre les Touaregs et les Bambara. Ça ne réglerait pas le problème du rapport entre les Peuls et les Dogons. Ça ne réglerait pas le problème du rapport entre les Toubous, entre eux, les Ahawa et les populations du Sud. Donc, nous sommes, avec le djihadisme, dans la surinfection d'une plaie historique, ethnique et géographique. Et ça, on ne l'explique pas à nos hommes. On ne l'explique pas. Pourquoi ? Parce qu'il est interdit d'expliquer. Nous vivons dans le mythe du village-terre, nous vivons dans le mythe de l'universalisme, et tout ce qui est enracinement, aussi bien chez nous qu'ailleurs, est considéré comme un péché ou une mauvaise chose. Alors, que les intellectuels, que les journalistes, que les politiques, que les cerveaux haineux du Quai d'Orsay pensent cela, c'est pas grave. Mais que l'on envoie nos soldats sur le terrain sans les former, ça c'est criminel, parce qu'eux mettent leur peau au bout de leur engagement, et pour nos officiers, pas encore plus grave, la peau de leurs hommes. Alors c'est pour cela que j'ai fait ce livre, pour qu'ils aient tous entre les mains un outil leur permettant enfin, loin des idées préconçues, loin du politiquement correct, uniquement le réel. Toujours le réel, comme dit Maurras. Oui, bien sûr. Moi, je suis un vieux maurassien, le réel, la leçon du réel. Oui, tout à fait. La terre et les hommes. Ouais. Mais Bernard Lugan, c'est quand même confondant, je vous écoute et je suis quand même confondu par une telle absence de jugeote et puis bien entendu de jugeote idéologique, hein, bien sûr derrière. Mais malgré tout, ce livre, il va être précieux pour tous ces gens qui s'embarquent. Ah mais ils vont l'acheter, bien sûr, ce livre. Mais c'est un livre qui n'est pas destiné aux gens du Quai d'Orsay, c'est pas un livre qui est destiné aux gens de Sciences Po, c'est pas un livre qui est destiné aux bobos, Parisiens qui font de la trottinette. Ce livre est destiné aux gens, qui s'intéressent au Sahel, qui veulent comprendre, et à ceux qui vont aller sur le terrain. Bah oui, il faut qu'ils soient préparés quand même. Mais le drame, c'est que ils sont préparés militairement, ils sont préparés physiquement, ils sont préparés sanitairement. Ils ne sont pas préparés idéologiquement et intellectuellement. C'est sidérant. Moi, vous savez, je tourne dans les régiments, donc je vois quelle est la demande. Hein. Oui. La semaine dernière, je ne dirais pas dans quel régiment, j'avais un amphi de 600 personnes. Vous n'imaginez pas le silence quand vous leur expliquez cela. Ils viennent vous voir, on ne nous a jamais dit cela. Je dis oui, vous n'avez pas dit cela. Le Sahel, je dis, ça part de la Bretagne et ça va jusqu'au-delà de la Pologne. Alors imaginons des Martiens qui arrivent dans cette bande de terre qui part de la Bretagne et qui va jusqu'à la Pologne, et si on ne leur dit pas que les Allemands sont différents des Bretons et que les Polonais sont différents des Normands, bien que là nous sommes, à la différence de l'Afrique, dans un même moule culturel et civilisationnel, parce que l'Europe matrice existe. Toute l'Europe a connu l'art roman, toute l'Europe a été baignée déjà auparavant par cette matrice indo-européenne, puis ensuite la greffe du christianisme, etc. Il y a, si vous voyez, une unité européenne. En-delà des différences de la Bretagne jusqu'à la Russie, il y a une matrice commune européenne. Pas en Afrique. En Afrique. Donc, il y a des différences beaucoup plus fondamentales. Ouais. Alors, vous avez prononcé à plusieurs reprises un mot qui pour moi fait tilt, je dirais, c'est le mot pluie. Oui. Alors, l'importance de la pluie. Mais toutes les pluies, tout est conditionné par la pluie, 400, 600 mm. Bon, le Sahel est compris grosso modo en fonction des spécialistes de la géographie, disons entre 300, 400 mm d'eau et 600 mm d'eau. En dessous, c'est le désert. Au-delà, c'est le début de la zone soudanienne. Et ce n'est pas une limite qui est automatique. C'est une limite qui varie tous les ans. C'est pour cela que lorsque l'on parle du Sahel, on ne peut pas mettre une frontière ou un classement à l'européenne. C'est une zone qui varie. Le Sahel descend en ce moment vers le sud. Il descend vers le sud. Il descend vers le Burkina Faso. Alors que il y a 500 ans, il était situé beaucoup plus au nord. Par exemple, l'ancien royaume du Ghana, qui était non pas au Ghana, mais qui est sur la Mauritanie actuelle, était il y a 1000 ans environ en pleine zone sahélienne. Aujourd'hui, c'est le total désert. Donc le désert est descendu vers le sud. Mais toute l'histoire du désert du Sahara est une histoire d'évolution nord-sud, sud-nord. Par exemple, je le montre dans mon livre. Je montre qu'il y a 4000 ans, il n'y avait quasiment plus de désert du Sahara. Donc le Sahel n'existait plus, puisqu'il y avait quasiment plus de désert du Sahara. Et depuis, nous vivons à l'heure actuelle dans une phase d'assèchement. Oui, j'allais vous dire, mais qui a commencé il y a 3500 ans. Et à l'époque, entre parenthèses, sans être climato-sceptique, parce que je ne rentre pas dans ces querelles-là, moi je
simplement, on a constaté, il y a 3500 ans, au-delà de 3500 ans, il y a 8-9 000 ans, le Sahara était beaucoup plus important. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de moteur diesel, il n'y avait pas d'usine, et il n'y avait pas les centrales à charbon, il n'y avait pas d'habitants. Donc, si vous voulez, cette avancée et ce recul du désert tiennent à d'autres causes que les causes humaines. Alors, les causes humaines sont aggravantes. Ça, c'est une réalité que ne peut pas nier. Moi, je le constate chaque fois que je vais en Afrique, je vois le recul de la végétation dans ces zones sahéliennes, dû à quoi? Surpâturage, trop de bétail, trop d'hommes. Trop de bétail, trop d'hommes, donc le fragile couvert végétal se fait détruire, et bien entendu, cela accentue l'évolution désertique. Mais ce ne sont pas les hommes qui créent les grands bouleversements climatiques. Les grands bouleversements climatiques, si on les observe à l'échelle de l'histoire dans le Sahara, sont dus à autre chose. Je ne sais pas à quoi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Moi, je me contente d'observer, en tant qu'ethno-historien et en tant qu'historien de la géographie, qu'il y a 20 000 ans, nous étions dans un désert absolu. Ensuite, nous sommes passés dans un monde quasiment lacustre pour revenir à un désert absolu, pour revenir à un monde plus ou moins verdoyant. Et l'actuel assèchement commence il y a grosso modo 3500 ans, et nous sommes dans l'accélération d'un phénomène. Rien ne nous dit que ce phénomène ne va pas être inversé dans les millénaires qui viennent. Oui. Alors, en vous écoutant, je pensais également, parce que c'est parallèle au point de vue époque, à l'Égypte. Ah oui, alors l'Égypte, je la sors de mon sujet. L'Égypte est en dehors de mon sujet. Oui, je sais qu'elle est en dehors de mon sujet. C'est simplement parce que l'Égypte n'est pas dans le Sahel. Oui, elle n'est pas dans le Sahel, non. J'ai fait une histoire de l'Égypte. Oui, je sais bien, c'est pour ça. J'ai fait une histoire de l'Afrique où je traite énormément de la question égyptienne, mais là, c'est autre chose. Mais enfin, eux aussi, ils ont... Enfin, le problème, c'est l'eau, en fin de compte. Parce que eux, c'est le Nil, là, c'est la pluie. C'est un tout autre sujet. J'ai un numéro de l'Afrique réelle. Le numéro de ce mois-ci de l'Afrique réelle traite justement de la question des eaux du Nil. Ah, très bien, très intéressant. Mais là, revenons au Sahel. Oui, on va revenir au Sahel, mais c'était une simple comparaison rapide parce que ça m'a frappé pour les parentés de besoin, enfin. Tout à fait. L'Égypte est fille du Nil. Comme je l'explique dans le numéro de l'Afrique réelle de ce mois-ci, le Soudan, l'Égypte et les pays qui sont situés en aval vont avoir des problèmes terribles parce que les pays en amont, Éthiopie, etc., font des barrages qui vont faire baisser le cours du Nil. Bon, voilà. Mais c'est un autre sujet. C'est un sujet. Alors, oui, vous avez... Moi, je vais donner à la table des matières, parce que nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie, sont très friands qu'on leur explique ce qu'il y a dans la table des matières. Bon, alors donc, première partie, c'était la Terre et les hommes, dont vous venez de parler. La géographie et les hommes. Voilà. Alors, la deuxième partie, les guerres précoloniales. Et la troisième partie, les guerres contemporaines. Les guerres d'aujourd'hui. Voilà. Et enfin, ça se termine par des réflexions sur le djihadisme sahélien. Alors, tout simplement parce que les guerres d'aujourd'hui ne peuvent pas se comprendre si l'on ne prend pas en compte les guerres d'hier. Oui, bien sûr. Pour une raison très simple. Ça, je le dis dans tous mes livres. C'est une de mes marques de fabrique. Je dis toujours que la colonisation n'a été qu'une brève parenthèse dans l'histoire de l'Afrique. Songez donc une parenthèse pour le monde sahélien. Les troupes françaises sont présentes dans les années 1895-98 et l'indépendance est de 1960. Donc même pas une génération d'un homme ayant une vie relativement longue. Ce qui fait que la colonisation va mettre entre parenthèses des conflits. Des conflits dont j'ai parlé tout à l'heure, des conflits entre les peuples nordistes et les peuples sudistes. La colonisation arrive au moment où les peuples sudistes, c'est-à-dire les peuples sédentaires qui vivent dans la partie sud de la bande sahélienne, sont confrontés à un double mouvement de prédation. Un mouvement de prédation essentiellement touareg. Je parle du Mali et du Niger. Le Tchad, c'est une autre question, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, pour ce qui est du Mali et du Niger, disons les populations le long du fleuve Niger, le long de la boucle du Niger, sont confrontées par une double prédation venue du nord, les Touaregs, et venue du sud, les Peuls. Et ces populations vont devenir tributaires des uns ou des autres. Donc elles vivent dans une situation qui est une situation de victimes, et ces populations sont pillées, elles sont vendues comme esclaves aux marchands nord-africains, aux marchands musulmans du monde arabo-musulman, et la colonisation arrive.
colonisation, qui alors là, bon, ça va faire hurler certains, mais peu importe, la colonisation pour les sédentaires du Sud va être totalement libératrice. Parce qu'elle va les libérer de l'esclavage, elle va les libérer de la prédation, elle va libérer des razzias. En revanche, elle va être mutilante pour les anciennes populations prédatrices, parce qu'elles vont perdre leurs moyens de vivre. Donc la colonisation met, entre parenthèses, ces rapports nord-sud. La colonisation se termine, et lorsqu'elle se termine, eh bien, petit à petit, vont reprendre la résurgence, des anciens conflits africains va se produire, mais dans un cadre complètement différent et aggravé, parce que cette résurgence va se faire à l'intérieur de frontières qui sont des prisons faisant vivre ensemble, forçant à vivre ensemble les anciens prédateurs et les anciennes victimes. Or, une autre nouveauté qui va être introduite par la colonisation, c'est la démographie, parce que la colonisation va soigner. Par exemple, un pays comme le Niger a 500 000 habitants, maximum 500 000 habitants au moment du début de la colonisation. Au moment de l'indépendance, il y en a 6 millions, et là nous allons arriver bientôt à 30 ou 40 millions d'habitants. Donc la médecine coloniale est une médecine qui va, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, la médecine coloniale va provoquer une catastrophe à long terme. Troisième conséquence, qui est fondamentale, c'est la démocratie. Parce que dans ces mondes nord-sud, les nordistes étaient moins nombreux que les sudistes. Pourquoi étaient-ils moins nombreux que les sudistes? Parce qu'ils vivaient dans le désert, dans des mondes hostiles, et c'était des peuples nomades qui alignaient le croît de leur population sur les possibilités de pâturage du bétail. Ils avaient très bien compris que trop de bétail, chameaux ou bovins ou ânes sur un pâturage épuise le pâturage, donc tue les animaux. Et comme ils vivaient des animaux, ça tuait les hommes également. Donc ils ont toujours pratiqué le contrôle des naissances. Donc dans la culture de ces peuples pasteurs, il y a un contrôle des naissances alignées sur le croît du bétail. Pas du tout dans le sud. Chez les agriculteurs sédentaires, au contraire, il fallait être le plus nombreux possible. Plus nombreux possible pour deux raisons. D'abord, pour pouvoir défricher plus de terre. Et en défrichant plus de terre, on est plus puissant, on a plus de monde, plus de bras pour se défendre contre les prédateurs. Car nous vivons dans un monde, ce n'est pas le monde de bisounours à la Rousseau, hein, ce n'est pas le paradis précolonial. C'est un monde de fortes amplitudes dans les conflits. Donc, du jour au lendemain, après la parenthèse coloniale, nous voyons les anciens dominés qui vont devenir les dominants des anciens dominants au simple motif qu'ils sont les plus nombreux. C'est ce que j'appelle l'ethno-mathématique électorale. C'est-à-dire que l'addition fait que le pouvoir va être donné au peuple dont les femmes ont eu les ventres les plus féconds, aux peuples les plus nombreux. Donc tous ceux qui, dans leur culture, avaient contrôlé leur naissance parce que le milieu ne permettait pas d'avoir une surpopulation, vont se trouver par le jeu de la mathématique électorale dominés par ceux qui étaient leurs anciennes victimes. C'est intenable. À l'intérieur de frontières dont ils sont les prisonniers. Donc c'est totalement intenable. Voilà la question du Sahel. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. L'islam, c'est la surinfection de la plaie. Ceci existe avant l'islam, cette opposition nord-sud. En plus, toutes les populations sont musulmanes, donc nous ne sommes pas dans une guerre de religion au sens propre. Il va y avoir des djihadistes, mais vous savez, ces djihadistes sont très peu nombreux, très peu nombreux. Ce sont essentiellement des gens qui font du trafic, qui reprennent sous une forme moderne les anciens trafics transsahariens. Mais comme je le dis souvent, il est beaucoup plus gratifiant de dire que l'on combat pour la plus grande gloire du prophète que pour les cartouches de cigarettes Marlboro. Alors, j'aimerais bien, Bernard Lugan, que vous poursuiviez cette conversation avec Michel Leblay, parce que je ne suis pas seule dans le studio. Michel Leblay est là, et vous savez qu'il est très calé dans beaucoup de sujets. C'est un politologue, un économiste distingué, et j'aimerais bien que vous poursuiviez votre dialogue avec lui, si vous voulez bien. Mais écoutez, merci infiniment, volontiers. Alors, Bernard Lugan, d'abord, une parenthèse concernant vos publications. Je crois qu'il faut qu'on parle de l'Afrique réelle pour comment recommander vivement à nos auditeurs de s'abonner à l'Afrique réelle. Ah oui, précisez bien pour nos auditeurs que c'est une revue uniquement par Internet. C'est une revue uniquement par Internet. Que l'on imprime sur son imprimante.
Exactement, ou que l'on lit sur son écran. Alors, vous pouvez peut-être rappeler les coordonnées à nos auditeurs pour qu'ils s'abonnent à l'Afrique réelle. Il suffit d'aller sur mon blog, le blog de Bernard Lugan, www.bernard-lugan.com. www.bernard-lugan.com, ou tout simplement de mettre le blog officiel de Bernard Lugan, et j'ai un blog qui est très bien fait, tout est affiché, il n'y a aucun problème. Bon, alors, puisqu'on en est à votre blog, je vais expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie que pour se procurer les guerres du Sahel des origines à nos jours que vous venez de faire paraître, il faut donc s'adresser à ce même... Alors, sinon... il y a deux solutions. Alors, sinon, il y a une boîte postale. Soit les auditeurs n'ont pas Internet, et à ce moment-là, ils m'écrivent en m'envoyant un chèque à l'adresse suivante: Bernard Lugan, boîte postale 45, Bernard Lugan, boîte postale 45, 42 360, à Panissière. Alors, avec un chèque de 35 € pour le livre Les guerres du Sahel, pour compris, j'envoie tout en colissimo, parce que il y a tellement de pertes dans le courrier. J'envoie tout par colissimo. Et ça me permet, je n'ai plus qu'à peu près un livre sur 100 qui se perd. Alors qu'avant, j'avais quasiment 15-20% de livres perdus ou volés. Avec colissimo, c'est terminé. Donc, ou alors, le plus simple pour ceux qui ont Internet, vous allez sur mon blog et par PayPal, vous commandez par PayPal et je vous envoie le livre immédiatement. C'est un livre que vous ne trouverez pas dans le commerce, c'est un livre que j'édite, que l'Afrique réelle édite. Bon, c'est un gros livre qui pèse près d'1 kilo, c'est un gros livre, je dois faire 850 grammes, et qui est vraiment un outil de travail qui est, je crois, assez... indispensable. Alors, autre novation, Bernard Lugan, enfin l'Afrique réelle n'est pas une novation, mais il y a une novation... Ah oui, la 11e année, hein. Oui, la 11e année. 11e année sur Internet, parce qu'avant, sur le papier, la revue a tenu pendant 10 ans aussi. Oui, nous sommes au numéro 114. Mais une novation, c'est que nos auditeurs pourront suivre par Internet vos cours. Oui, alors ça c'est une novation, effectivement. Il faut vivre avec son temps, il faut se moderniser. Je regrette beaucoup le temps de la plume et du combat à l'épée, mais bon, malheureusement, il faut mener la guerre avec les moyens modernes. Donc j'ai décidé maintenant de mes cours que je donne sur Internet, en vidéo, des cours d'1h30 à 1h15, parfois 2 heures, illustrés de cartes animées. Ce sont des cours qui sont pas mal faits. Et le premier cours est sur Internet. Le premier cours est consacré à Afrique du Sud, autopsie d'un naufrage. Donc je reprends toute l'histoire de l'Afrique du Sud, depuis le peuplement des origines, toute l'histoire des populations, les diverses guerres, etc., jusqu'à l'évolution aujourd'hui avec le massacre des Blancs, la faillite de l'Afrique du Sud. Et le prochain cours qui va sortir dans le mois qui vient va être consacré précisément comprendre la question du Sahel. Même chose avec des cartes. Il y aura ensuite un cours qui va être consacré à la question de l'esclavage, ensuite question des Berbères, etc. Donc je vais faire toute une série de cours animés, illustrés, etc., très didactiques, de façon à ce que les auditeurs ou les spectateurs aient entre les mains un outil qui prenne vraiment le contre-pied de la doxa, le contre-pied des idées officielles, et qui soit basé sur le réel et sur mes expériences africaines qui commencent à se compter, puisque ça fait plus d'un demi-siècle que je bourlingue dans ce continent. Alors pour se procurer ces cours, c'est très simple. Ceux-là sont uniquement par Internet. Alors là, vous allez sur mon blog, et il y a une case cours de Bernard Lugan, et tout vous sera expliqué. Il y a des tarifs différents. Je ne vais pas vous lasser à la radio en vous disant ça. Vous allez sur mon blog et tout est expliqué. Très bien. Alors Bernard Lugan, merci beaucoup donc pour ces explications, pour ces informations qui seront particulièrement utiles à nos auditeurs. Et pour revenir à notre sujet, les guerres du Sahel, donc vous avez parfaitement décrit donc cette dichotomie entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. Et aujourd'hui, parmi les pays qui sont touchés par ces guerres, donc vous l'avez dit, il y a le Mali, il y a le Niger, le Burkina Faso, et le Tchad de manière différente. Et le Tchad de manière différente, et aussi le Nigeria. Oui, le nord du Nigeria, avec le contact vers le Niger et vers le Tchad. Hier, il y a eu une attaque de Boko Haram au Tchad encore. Oui, tout à fait. Alors,
Vous avez très justement parlé de l'opération Barkhane qui succède à Serval. Alors la question est de savoir aujourd'hui, vu parce que Serval était centré essentiellement sur le Mali, alors qu'aujourd'hui donc nous avons les problèmes au Niger, au Tchad, comme vous le dites très bien, au Mali, au Burkina Faso, et donc sur une étendue extrêmement large par rapport aux effectifs qui sont affectés à l'opération. Et oui, donc, alors, en plus, nos forces se positionnent vers le sud maintenant. Nous avons installé une emprise vers le sud du fleuve Niger, alors qu'auparavant nous étions au nord du fleuve. Maintenant nous descendons vers le sud pour couvrir le Burkina Faso. Nous sommes dans le Gourma-Liptako. Oui, avec 4500 hommes, dont on peut dire qu'il y en a 1000 à 1200 qui sont vraiment en opération sur le terrain. Les autres sont soit dans les emprises, soit dans l'organisation, etc. Ce qui est un chiffre absolument ridicule à l'échelle de ce continent. Et également des troupes qui longtemps ont été sous-équipées. On commence seulement maintenant à leur donner un matériel décent, parce que la plupart de nos pertes ont été causées par des mines et qui ont détruit des véhicules qui n'étaient pas du tout adaptés. Que voulez-vous ? On ne peut pas à la fois protéger nos soldats et inonder les banlieues de gymnases et de diverses collectivités. Il y a un choix à faire. Et jusqu'à ces dernières années, le choix a été fait, le social avant l'armée. Et résultat, eh bien, nous avons fait tuer des jeunes camarades sur des véhicules qui étaient totalement obsolètes, qui n'étaient pas protégés contre ces mines. Alors, nous payons là 40 ans d'incurie de nos dirigeants politiques qui ont considéré que l'armée était la variable d'ajustement des crédits sociaux, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. Alors, ça commence à changer un peu. Comment je dis, ça commence à changer un peu, mais c'est encore pas l'idéal. Parce que je crois que nous avons 9 hélicoptères sur le terrain, donc pour une... Oui, écoutez, les chiffres, j'aimerais pas donner ce genre de chiffres. Hein. Il y a des choses qu'on ne doit pas trop dire. N'est-ce pas ? Moi, je ne suis plus à l'école de guerre, je ne suis plus à Coët-Guidan, mais je me considère encore tenu par le devoir de réserve. Alors, c'est pas la peine de donner trop de renseignements à l'ennemi. Alors, parce que en fait, l'opération se passe sur une surface particulièrement large. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre livre, vous expliquez donc qu'il y a toute cette partie du Sahel qui est à l'ouest du Tchad, mais il n'empêche qu'il y a aussi des problèmes et des questions qui se sont posées à l'est du Tchad et du lac Tchad. Oui, alors c'est un pivot. Le Tchad est un peu le pivot de cette zone sahélienne parce que le Tchad, par certains côtés, appartient au monde sahélien de l'Ouest et par d'autres côtés au monde sahélien de l'Est. Par la géographie, c'est très simple. Disons pour être clair que les Toubous de l'Enedi et les Ahawa vont plutôt regarder vers l'Est, alors que les Toubous du Tibesti vont plutôt regarder vers l'Ouest, grosso modo, en schématisant. Le Tchad est un peu le pivot, et c'est normal, parce que le Tchad a des lignes de contact directes avec la Libye, les routes caravanières, et se trouve à la jonction des deux grands ensembles commerciaux de l'époque précoloniale, l'ensemble qui était tourné vers le Nil à l'Est, et l'ensemble qui était tourné vers le Sahara central, Sénégal et Niger, à l'ouest. Donc le Tchad est le pivot et qui, sur ses frontières, a des résurgences multiples de tous les conflits précoloniaux. Alors, le Tchad, comme vous le dites très bien, est à la frontière donc, de la Libye au nord. Alors, est-ce que ce qui s'est passé en 2011 en Libye a été un facteur de déstabilisation très important pour cette zone sahélienne et pour amplifier les conflits existants? Oui, j'aime bien votre terme amplifier, parce que là encore, il ne faut pas être simpliste. De même que l'islamisme n'est pas la cause de l'actuelle anarchie sahélienne, de même la question de Libye n'en est pas davantage la cause. Mais et l'islamisme et la question de Libye en sont des facteurs aggravants. En fait, ce qui s'est passé en Libye, c'est que avec le départ de Kadhafi, a disparu l'homme qui
contrôlait nombre de problématiques saharo-sahéliennes. Et aujourd'hui, il ne les contrôle plus, l'État libyen n'existe plus, il y a une anarchie, et à la faveur de cette anarchie, divers groupes mafieux, religieux, ethniques, appelons-le économiques, profitent de ce vide pour jouer des cartes personnelles. De même que si les djihadistes étaient éliminés de la bande sahélienne, la question des Touaregs et des Bambara ne serait pas réglée, ni même la question des Peuls et des Dogons, comme je l'ai dit. Imaginons que demain, un nouveau Kadhafi arrive au pouvoir, cela ne réglera pas le problème des rivalités internes au Toubou et des rivalités entre les Toubous et les Arawa. Nous sommes dans des problématiques beaucoup plus anciennes qui sont accentuées, qui sont amplifiées par la crise actuelle. Alors, comme nous avons toujours tendance à simplifier, et comme les buteurs de la sous-culture médiatique, comme le disait Pierre Chenu, ont tendance à tout simplifier parce qu'ils n'ont aucune profondeur historique, ils voient les événements d'aujourd'hui comme des événements de permanence, comme des événements nouveaux, alors qu'ils ne voient pas que ce sont des événements de permanence. Oui, alors justement, donc ce sont, comme vous dites, des éléments de permanence. Alors justement, par rapport à la situation présente, nos soldats font un travail extraordinaire dans la région, avec des moyens limités, mais tout montre, même les derniers événements sur la libération d'otages, la capacité de nos forces qui ont permis, d'ailleurs, comme vous le rappelez très bien dans votre livre, il y a quelques années, de secourir des forces spéciales américaines. Oui, tout à fait. Mais là, il faut bien voir que nous avons l'élite du pays. Moi, je le dis souvent, à l'heure actuelle, les derniers secteurs d'élite du pays se trouvent dans l'armée ou autour de l'armée. Quand vous voyez la déliquescence de ce qu'est devenu l'éducation nationale, quand vous voyez ce qu'est devenu, que sont devenus tous les grands corps qui existaient, le seul corps qui gardait une certaine cohérence, certaines valeurs, c'est l'armée. Le problème, tout est fait pour la diminuer au point de vue mental et au point de vue psychologique. Mais nous avons vraiment la chance d'avoir, moi qui les côtoie souvent, je les vois, on a une élite. Notre corps des officiers, notre corps des sous-officiers, c'est admirable. Alors, donc, une armée de grande qualité, mais comme vous le soulignez parfaitement, ça ne permet pas de résoudre la situation et que... Mais on ne peut pas la résoudre pour une très simple. C'est que, si vous voulez, le problème est très simple. La question qui est au centre du problème, c'est une question qui nous dépasse. C'est une question de rapport séculaire, pour ne pas dire millénaire, entre des populations qui n'ont pas les mêmes modes de vie et qui ont un passif historique considérable. Il est bien évident que nous arrivons là-dedans, un peu comme le SAMU. Nous sommes un peu accident sur l'autoroute, le SAMU intervient, mais ne cherche pas à savoir pourquoi le camion s'est planté dans l'autobus, parce que le chauffeur du camion était drogué et le chauffeur de l'autobus était saoul. Bon, le SAMU ne se pose pas cette question-là. Le SAMU ramasse les blessés et essaye de les soigner. Ce que nous faisons, c'est cela. Nous ne pouvons pas traiter les causes. Nous allons pouvoir détruire des accès de fièvre, nous allons pouvoir mettre de l'aspirine, mettre du mercurochrome sur certaines plaies, mais nous n'allons pas les fermer, cette plaie, nous ne pouvons pas. Ces pays sont indépendants. Alors justement, ces pays ont des rapports de fonctionnement qui ne sont pas les nôtres. Oui, par exemple, prenons le cas du Mali. Nous sommes face à une contradiction considérable. Pour les autorités maliennes, les djihadistes ne constituent pas l'ennemi principal. L'ennemi principal, ce sont les Touaregs. Pourquoi ? Parce que les Touaregs sont des séparatistes ou de potentiels séparatistes, pas les djihadistes. Ce qui fait que nous, quand nous combattons les djihadistes, eh bien, en fait, nous ne combattons pas l'ennemi prioritaire des Maliens. L'ennemi prioritaire des Maliens est constitué par ceux qui veulent l'éclatement, la partition du Mali. Donc nous sommes dans une contradiction totale. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors Bernard Legan, justement, parce que et vous rappeliez très bien donc l'indépendance, c'est début des années 60, 1960 pour ces pays. Ça fait maintenant un demi-siècle que les premières tensions, les premiers conflits ont été... Dès le début, disons en 59, les chefs Touaregs du Mali et du Niger se sont réunis à Kidal. Kidal qui était le principal centre Touareg
général de Gaulle. Et la lettre est extraordinaire. Moi, je l'ai publiée dans l'un de mes livres. Je ne sais plus si je l'ai publiée dans ce livre ou dans mon histoire de l'Afrique. Les chefs touaregs du Mali qui supplient le général de Gaulle en disant s'il vous plaît, ne nous livrez pas au pouvoir, ils disent des Noirs sudistes. Ne nous livrez pas au pouvoir. Nous voulons, soit nous restons français, soit vous créez un État regroupant les peuples sahariens, mais surtout, ne nous livrez pas au pouvoir des sudistes. Et donc l'indépendance a lieu, et dès 1961-63 éclatent les premières révoltes touaregs, tout simplement parce que les sudistes vont prendre leur revanche historique sur les nordistes en envoyant leurs fonctionnaires, leurs maires, l'armée dans le nord, vont commencer par violer les femmes, voler les chameaux, tabasser les hommes. Bon, ils vont se révolter. La première révolte touareg a lieu, c'est une révolte de colère, d'indignation. Et ensuite, ça va s'étendre au Niger. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les événements qui se sont produits en 2011-2012 avec la révolte touareg du Mali n'étaient que la 5e ou la 6e révolte touareg. Il y a eu d'autres auparavant. C'est un mouvement continuel. Avec une nouveauté, sont apparus les islamistes. Alors, donc les islamistes se sont greffés, comme vous dites très bien... Par opportunisme. Par opportunisme. Alors, ils sont chassés d'Algérie. Nous sommes à la fin de la décennie noire en Algérie. L'armée algérienne a liquidé la question des islamistes en n'y allant pas avec le dos de la cuillère, n'est-ce pas ? Si l'armée française en Algérie avait adopté le 10e des méthodes adoptées par l'armée algérienne contre les islamistes, je pense qu'on aurait rétabli le tribunal de Nuremberg pour juger l'État français. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Donc ils les ont liquidés et les survivants sont descendus vers le sud. Quelques poignées, quelques individus. Et là, ils se sont installés dans la région des Ifora, en pays touareg, dans le nord du Mali, où ils ont fait bénéficier les Touaregs de leur réseau, non pas djihadiste, mais leur réseau de contacts, qui a permis aux Touaregs de continuer leur commerce transsaharien à destination de l'Algérie. Et petit à petit, ils se sont implantés dans la région par le jeu des mariages ou autres, et ils sont alliés à certains clans Touaregs ou à certains clans morts. Et ils sont sortis du bois, ils sont sortis plutôt des grottes et des escarpements des Ifora, à la faveur du soulèvement des Touaregs du MNLA en 2012, d'où l'opération Serval, etc. Alors, justement, si l'on fait un peu de prospective, Bernard Lugan, on s'aperçoit que dans leur configuration actuelle, ces États ne sont pas vivables ou supposent en effet des interventions plus ou moins permanentes de l'armée française et qui risquent de prendre de l'ampleur. Quelle pourrait être, alors bien sûr s'il s'agit d'une prospective, quelle pourrait être l'évolution des configurations politiques dans ces régions et qui permettrait finalement à ces ensembles qui pourraient être constitués de vivre de manière plus pacifique entre eux, et quels seraient leurs moyens économiques d'existence? Bon, écoutez, là, en principe, je réponds pas à ce genre de questions parce que, comme je le dis souvent, moi je fais des autopsies et je laisse la résurrection des âmes à d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire des situations. Pour moi, je ne vois pas d'avenir à moyen terme, pour une raison très simple, c'est que la démographie est en train de tout polluer. La démographie africaine est telle que les rapports ethniques traditionnels sont amplifiés, bouleversés. Il n'y a plus les grandes zones ethniques comme il y avait auparavant, parce qu'il y a maintenant des migrations qui se font à l'échelle de tous ces ensembles, et il y a une aggravation par cette démographie. Songez donc que le Sahel, qui ne produit rien, quasiment rien, surtout un pays comme le Niger, par exemple. Au Mali, c'est un peu différent, parce que toute la partie sud du Mali est relativement prospère. Nous sommes des terres exondées, notamment dans le Massina, dans certaines régions. Une partie du Liptako et une toute petite partie du Gourma, mais ce n'est pas le désert absolu comme au Niger. Donc dans ces régions où l'on ne produit rien, nous allons nous retrouver dans 25 ans avec, du Sénégal jusqu'au Tchad, plus de 200 millions d'habitants. Donc il est bien évident que les phénomènes vont encore exploser. Les phénomènes qui se passent aujourd'hui au Liptako avec les massacres entre Peul et Dogon,
ce sont à la fois des résurgences historiques de phénomènes du XVIIe, XVIIIe siècle, quand les Peuls ont voulu réduire en esclavage les Dogons et qu'ils les ont vendus comme esclaves et que les Dogons se sont réfugiés dans les falaises de Bandiagara. Il y a une excellente carte d'ailleurs sur ce sujet. En plus, accentuée par la surpopulation et le surpâturage, qui font que ces populations ne peuvent plus vivre ensemble sur ces territoires qui sont des territoires surpeuplés, dans les parties où il y a de l'eau, où il y a de la culture. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, l'immigration devient presque incompressible dans cette hypothèse. Là, nous sortons du sujet, et ce n'est pas le développement qui fera quelque chose. L'Afrique n'est pas développable. Tant que vous avez une démographie qui est plus importante que le développement, vous ne pouvez pas développer. À l'heure actuelle, il faudrait 7% de croissance pendant 40 ans pour simplement stabiliser la faillite actuelle. Or, nous n'en sommes pas là. Ce qui fait que l'Afrique s'appauvrit d'année en année, et plus il y a d'enfants, et plus elle s'appauvrit. Parce que le gradient entre l'indice de développement et la population est très clair. Il suffit de tracer des abscisses et des ordonnées, c'est très clair. Donc il n'y a pas de solution. Je crois que la seule solution, c'est une solution malheureusement de l'IMES. Bon, l'IMES, ça n'a jamais tenu. La seule solution, ce sont des partenariats avec les pays d'Afrique du Nord, en leur faisant comprendre que eux sont les premiers exposés. Mais le problème, c'est que nous avons provoqué le désordre en Libye avec cet entonnoir d'immigration grâce à M. Bernard-Henri Lévy et au président Sarkozy qui ont lancé leur croisade démocratique en Libye. Et résultat, nous avons déstabilisé ce pays qui est devenu l'entonnoir de l'immigration vers l'Europe. Donc la situation est excessivement grave. Alors justement, Bernard Lugan, est-ce que nous ne reviendrions pas un petit peu aux guerres précoloniales? Mais complètement. Alors, nous sommes là. Alors là, je l'explique très bien. Par exemple, dans le dernier numéro de l'Afrique réelle, j'ai un article justement sur la question des Dogons. Et je montre bien, à travers l'exemple des Dogons, c'est-à-dire au sud du fleuve Niger, nous sommes très exactement dans la reprise de ce qui s'est passé au XVIIe, XVIIIe siècle, quand les Peuls se sont révoltés car les Peuls étaient dominés par les sédentaires. Et ils se sont révoltés contre les sédentaires au nom de l'islam. Alors que les sédentaires, eux, étaient demeurés animistes, étaient demeurés païens. Et ils les ont vaincus, ils les ont assujettis, ils les ont transformés en esclaves, et ils les ont repoussés. Et aujourd'hui, les Dogons, qui voient certains groupes islamistes attaquer leur village, constatent que ces groupes islamistes sont des groupes Peuls. Ce qui ne veut pas dire que tous les Peuls soient islamistes, loin de là. Ceux du Cameroun ne le sont pas, par exemple. Et pour eux, c'est la résurgence de conflits dont on leur a parlé dans leur famille, parce que nous sommes des populations, des peuples sans mémoire, mais pour ces populations africaines qui sont dans la tradition orale, ce qui s'est passé en 1850, c'est hier. Donc pour eux, c'est le retour des prédations esclavagistes du 18e, du 19e siècle, qui ont été d'ailleurs mises entre parenthèses par la colonisation. Ce qui va expliquer les affreux massacres qui vont se produire. Car l'on repart dans cette réalité africaine qui n'est pas la réalité des bisounours, des droits de l'homme et de l'universalisme. Oui, alors, vous avez un chapitre qui s'intitule « L'âge d'or des empires du Sahel » et qui fait suite à, entre autres, le feu de paille almoravide. Oui. Donc là, on touche au Maroc, bien sûr. Quand on regarde la carte, on voit bien que le Maroc descend très très bas, presque au Sahel. Le Maroc est descendu jusqu'à Tombouctou. Oui, Tombouctou. Au XVIIe siècle et au XVIIIe, la prière du vendredi à Tombouctou se disait au nom du sultan du Maroc. Le Maroc a conquis ce qu'on appelait le Pachalik de Tombouctou, c'est-à-dire la boucle du Niger. Et les descendants des conquérants marocains ont constitué une caste dominante que l'on appelait les Armas et qui sont restés au pouvoir à Tombouctou jusqu'à 10 ans avant la conquête française. Oui. Donc il y a eu là une parenthèse également assez courte, mais pendant laquelle le Maroc s'étendait jusqu'à la boucle du Niger. Oui, mais quand on est dans le sud du Maroc, on voit très bien, il y a une espèce de pancarte, si je puis dire, puisque c'est en pierre, qui montre tant de kilomètres pour Tombouctou. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Et sur les cartes du mouvement nationaliste marocain Istiklal, vous avez le Grand Maroc, qui englobait l'ouest de l'Algérie, et c'est d'ailleurs tout à fait exact, parce que l'ouest de l'Algérie n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé. C'est la France qui a rattaché cette région à l'Algérie qu'elle a créée en la détachant du Maroc, avec toute la région qui descend ensuite vers le Sahara, et toutes les oasis du Gourara, tout ça était marocain. Colombéchar était marocain. Il y avait dans la région de Colombéchar un khalifa du sultan, et le Maroc s'est étendu à certains moments jusqu'au fleuve Sénégal. La Mauritanie à certains moments était englobée dans le Maroc. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Oui, mais enfin, c'est passionnant. Alors, l'âge d'or des empires du Sahel, 11e, 16e siècle, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont ces grands empires qui vont contrôler les routes commerciales, des grands empires sédentaires, alors qui, eux, ne sont pas dirigés par les nomades du Nord, et ce sera le seul moment dans l'histoire du Sahel de l'Ouest, parce que ces empires vont, disons, de la boucle du Niger jusqu'à l'Atlantique, et ce sont des empires qui sont constitués par les populations sédentaires noires, et qui vont, entre le XIe siècle et le XVIe siècle, réussir à contenir la poussée touareg au nord, et à ne pas subir la pression Peul au sud. Et ces trois empires vont se succéder, l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Alors, l'empire du Ghana est centré sur la partie ouest, l'empire du Mali est centré sur, sur la liaison entre le Sénégal et le Haut-Niger, et l'empire Songhai qui, lui, va englober sa totalité, plus la boucle du Niger, quasiment jusqu'aux frontières actuelles du Niger et un peu au-delà. Et ces trois empires vont avoir un rôle essentiel, c'est qu'ils vont contrôler les carrefours du commerce transsaharien entre le monde de la savane au sud et de la forêt et le monde de la Méditerranée. Ils vont être, si vous le voulez, les partenaires obligés des peuples sahariens dans ce grand commerce transsaharien qui, du nord vers le sud, transporte les produits de l'artisanat marocain et nord-africain, et du sud, l'ivoire, l'or, les esclaves, vers la Méditerranée. Et tout va basculer à partir de la grande découverte portugaise. Les Portugais vont arriver, disons grosso modo au XVIe siècle, et les Portugais vont détourner vers le littoral les axes caravaniers transsahariens. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la victoire de la caravelle portugaise sur la caravane saharienne. C'est la caravelle. Marshall Godinho, le grand historien portugais de la colonisation. Et ce qui fait que le Sahel va entrer en dormition parce que le pôle économique principal de l'Afrique va basculer vers le sud, vers le littoral. Résultat, il n'y aura plus d'empire sahélien, et le dernier empire sahélien va être détruit par les Marocains. Car comme les Portugais ont détourné vers le littoral le commerce transsaharien, le Maroc ne reçoit plus les cargaisons d'or qu'il recevait tous les ans. Donc le Maroc s'imagine que l'empire Songhai ne veut plus commercer avec lui, et le Maroc lance l'expédition transsaharienne, l'expédition qui va aboutir à la conquête du Songhai, à la destruction de l'empire Songhai. Nous sommes en 1591, il n'y aura plus d'empire dans l'ouest africain sahélien. Des royaumes Bambara, mais plus de gros empires. Ce qui fait qu'à ce moment-là, dans ce vide, vont pousser depuis le nord les Touaregs qui vont venir piller les populations qui vivent le long du fleuve et qui ne sont plus défendues par les empires, et au sud, la prédation des Peuls qui va venir s'exercer sur les populations qui vivent au sud du fleuve Niger. Donc ces populations vont être prises dans cette double tenaille, à partir donc du XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, jusqu'au moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrive la colonisation qui fige la situation, qui libère les victimes et qui contrôle les vainqueurs, jusqu'au moment où l'indépendance est donnée et la vieille continuité de la résurgence africaine prend le dessus avec des formes nouvelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il y a une remarquable carte, justement, vous parlez de la colonisation et donc de la période durant laquelle on va coloniser cette région. C'est la carte de la page 131 avec ces trois empires dont vous avez plusieurs fois parlé d'ailleurs dans vos publications, l'empire du Sokoto, l'empire de Samori et l'empire d'El Hadj Omar. Alors l'empire de Samori, mettons-le de côté, il ne
ne va pas intéresser directement la bande sahélienne, mais disons que l'empire d'El Hadj Omar, Sékou Amadou et Sokoto sont les 3 empires peuls qui vont se créer sur les décombres des petites royautés africaines et qui vont être constitués, ces empires, au nom du djihad. Car les Peuls, avant de devenir conquérants, étaient soumis aux agriculteurs. Ils étaient tolérés sur les territoires des agriculteurs avec leurs troupeaux. D'ailleurs, les agriculteurs considéraient que les Peuls étaient intéressants pour eux parce que les troupeaux venaient après la récolte et fumaient le terrain par leur déjection. Mais à partir d'un certain moment, les Peuls vont décider de se révolter contre ceux qui les avaient accueillis et ils vont renverser leur structure politique, ils vont renverser leur royaume, ils vont les conquérir, ils vont les vendre en esclavage et ils vont constituer ces 3 grands empires peuls qui vont véritablement être une flambée qui va s'étendre du Sénégal jusqu'au lac Tchad dans toute cette partie et qui va donner naissance à ces grands empires. Mais j'ai bien aimé tout à l'heure votre comparaison entre l'Europe et l'Afrique. Vous expliquez bien, et c'est logique, ça tombe sous le sens, qu'en Europe, il y a des Français, les Allemands, etc. Eh bien, en Afrique, c'est la même chose. Oui, avec une différence. C'est que moi, quand je vais à Vienne, je ne suis pas à l'étranger. Oui. Quand je vais à Moscou, bien que ce soit un peu plus bizarre pour moi, je ne suis pas étranger. Et en Sicile et au Portugal non plus. Mais cette notion n'existe pas en Afrique. Oui, cette notion n'existe pas en Afrique. Mais il y a... l'Afrique n'a pas eu le latin, l'Afrique n'a pas eu n'a pas eu l'art roman, l'Afrique n'a pas eu la réforme, l'Afrique n'a pas eu la matrice indo-européenne. Oui, il n'y a pas une unité, contrairement à ce qu'avait postulé Cheikh Anta Diop qui s'est trompé. Et il y a, si vous voulez, dès le départ en Afrique, des ensembles profondément, je dirais pas antagonistes, mais profondément différents. Oui. En attendant, quand on dit les Africains, finalement. Non, mais d'abord l'Afrique n'existe pas. Il faut parler des Afriques. Et voilà, c'est ça. On dit pas l'Africain, on dit les Africains. Oui, c'est ça. Mais non, mais parce qu'ils sont tous différents. Enfin, vous venez bien de nous l'expliquer pendant cette émission, et vous l'expliquez d'une manière extrêmement précise, carte à l'appui, je le redis, dans votre dernier ouvrage, Les guerres du Sahel, des origines à nos jours. Bernard Lugan. Ce livre qui n'est pas en librairie, qu'on se procure à l'Afrique réelle, soit par PayPal en allant sur mon blog, soit en m'écrivant. Je vais donner l'adresse, vous la redonnerez à nos auditeurs. Oui, mais je vais la redonner tout de suite. Boîte postale 45, 42 360 Panissière, 2 SIE, accent grave RES, contre un chèque de 35 €, donc livré. Pour Colissimo. Voilà, c'est ça, livré par Colissimo. Alors, s'il vous plaît, même si vous n'avez, mettez au maximum votre référence d'Internet, parce que quand il y a un problème de livraison, ça permet de retrouver. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière, quelqu'un qui n'avait pas Internet, je lui ai envoyé le livre m'est revenu, donc je vais faire des courriers. Enfin, la prochaine fois, je ne renvoyerai pas le livre, parce que c'est trop compliqué. Donc, au maximum, donnez-moi le moyen de vous joindre si jamais le livre se perdait. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors donc, moi je rappelle www.bernard-lugan.com. Alors donc, vous avez là toutes les possibilités, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de commander le livre de Bernard Lugan. Je vous le conseille très vivement. Tout cela va rester au secrétariat, à notre secrétariat, pour que les personnes qui n'aient pas eu le temps de noter puissent le faire. Donc voilà, Bernard Lugan, notre entretien est en train de se terminer, malheureusement. Écoutez, ça passe vite. Ça passe vite, 1 heure. Alors, en votre compagnie, certainement. C'est vraiment un livre avec un texte et des cartes absolument remarquables. Et si nos auditeurs veulent connaître l'histoire de cette région et les réalités actuelles, il faut absolument qu'ils lisent ce livre. Et je crois qu'il n'a pas d'équivalent, et il n'est certainement pas d'équivalent par ailleurs. Et si les auditeurs ont des parents ou des amis qui sont militaires au Sahel, c'est un beau cadeau à leur faire, utile. Comme je le mets en 4e de couverture, ce livre constitue le manuel indispensable avant toute projection sur le terrain. Alors, c'est un livre que toute l'armée française devrait avoir. Devrait lire, mais bien sûr, devrait avoir à lire. Ça
on leur expliquera ça nulle part. En tout cas, la couverture est parfaite en plus. Elle met tout de suite dans l'ambiance. Et sans oublier de s'abonner à l'Afrique réelle. Absolument. Merci Michel, merci madame. Non, Dominique. Hein. Dominique, d'accord. Voilà Bernard Lugan, merci de votre intervention toujours passionnante. Et donc, nous disons bien entendu à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir Bernard Lugan.